Voilà, bonjour à tous. Écoutez, je suis Patrick Point, donc le président de l'association Vive la forêt. Cette association dispose d'un agrément départemental pour la protection de l'environnement et du patrimoine naturel. Nous participons au bureau de la commission locale de l'eau du SAGE des lacs médocains. Et à ce titre, nous avons participé activement à la préconcertation entre la CLE, la commission locale de l'eau nappe profonde de Gironde, et la commission locale de l'eau SAGE des lacs médocains entre 2014 et 2018. En toute modestie, je crois qu'on peut dire que nous connaissons bien le dossier. Malheureusement, ce qu'on peut observer, c'est qu'un certain nombre des remarques que nous avions faites lors de la préconcertation n'ont pas eu vraiment de débouchés et qu'on est en train de redécouvrir certains des aspects aujourd'hui. Alors, mon intervention d'aujourd'hui porte sur une seule question, celle du partage de la ressource. En 15 minutes, je ne peux pas m'étendre plus, donc c'est cette question qui va nous retenir, avec 3 messages à communiquer. Premier message, le projet de prélever 10 millions de mètres cubes dans l'Oligocène littoral conduit à un partage déséquilibré. Deuxième message, la justification du volume de 10 millions de mètres cubes en termes de substitution à l'Éocène centre est surdimensionnée. Troisième message, le contrat de substitution avec les bénéficiaires est problématique. Alors, je vais commencer par quelques rappels pour éviter des ambiguïtés dans notre intervention. Donc, on le sait, pour la gestion des ressources souterraines, le champ captant, le territoire girondin est découpé en 5 unités de gestion avec différents aquifères. Le projet donc concerne un prélèvement dans l'unité de gestion littorale qui concerne 24 communes. Et lorsqu'on parle du territoire médocain, il n'y a pas que les Médocains qui sont concernés, mais ça va jusqu'au bassin d'Arcachon en réalité. Le volume à prélever et à transférer donc, est de 10 millions de mètres cubes. Et le principe affiché est celui d'un volume venant se substituer à des prélèvements en excès. Il ne doit pas, en principe, s'inscrire dans la croissance des besoins. Alors, il y a un certain nombre de principes, évidemment, que nous retenons, comme je pense beaucoup autour de ce dossier, c'est que l'eau est un bien commun qu'il faut gérer de façon durable. Personne n'est propriétaire de la ressource. Une gestion durable suppose que les prélèvements soient compensés par la recharge des nappes. Il faut ajuster les besoins à la ressource et pas systématiquement tenter d'ajuster la ressource aux besoins. Le transfert de ressources peut participer à la solution, mais attention à la fuite en avant et à la multiplication des projets de prélèvement sous l'habillage de la substitution et nécessité de s'inscrire dans une perspective d'équité et de partage équilibré. Donc, dans la présentation, 3 thèmes. Le partage, pourquoi un calibrage à 10 millions de mètres cubes, quel usage des volumes substitués, puis quelques conclusions. Alors, le partage déséquilibré. Il était évoqué régulièrement que le prélèvement ne doit pas mettre en péril l'alimentation en eau des Médocains et plus généralement des 24 communes concernées, et c'est considéré comme un critère déterminant. La sous-évaluation des prélèvements locaux dans l'Oligocène littoral, c'est ce qu'on peut observer. Le SMEGREG a calculé pour le projet des besoins futurs des 24 communes pour leur approvisionnement, notamment dans l'Oligocène, et ceci dans un document de 2015 remis à jour en 2019, mais pour 2030, on était entre 9,3 et 10,2 millions par an de mètres cubes. Pour vérifier ceci, VLF a regroupé les données de prélèvement relatives aux 24 communes de l'unité de gestion du littoral et en s'appuyant notamment sur les données du BRGM. Et le graphe que vous voyez ici montre que ce qui était prévu par le SMEGREG pour 2030 a été atteint dès 2015. On voit le trait rouge qui indique le seuil de 9,33 millions de mètres cubes par an. Donc la conclusion, c'est que les prélèvements dans l'Oligocène littoral ont été largement sous-évalués. Les raisons de la sous-évaluation,
une consommation d'AEP effectivement très supérieure à la moyenne départementale. Ce qu'on observe, c'est que effectivement dans l'unité de gestion littorale, on mobilise à peu près 108 mètres cubes en alimentation en eau potable par tête, alors qu'au niveau de la moyenne départementale, on est à 80 mètres cubes par tête. Et donc ça tient à des spécificités de l'unité de gestion littorale qui représente simplement 10% de la gestion de la population girondine, mais qui héberge 30% des résidences secondaires et quasiment 60% de la capacité d'hébergement touristique du département. Donc là, de ce point de vue-là, l'approche du SMEGREG présente des limites. Alors je précise que le SMEGREG, c'est le syndicat qui intervient pour le compte du SAGE nappe profonde de Gironde. Et donc l'évaluation des besoins futurs, elle est faite en se basant sur des projections de population multipliées par des volumes par habitant. Et évidemment, cette façon de faire ignore les singularités du territoire littoral et sous-estime très significativement les besoins futurs. Et c'est cette même méthode et les mêmes défauts dans le document de 2019. Alors, est-ce grave ? La réponse est que c'est oui, c'est relativement grave, car le calibrage du projet repose sur ces évaluations. En effet, avec un volume maximum prélevable objectif, comme c'est prévu dans le SAGE nappe profonde, de 22 millions de mètres cubes par an, eh bien, avec des prélèvements locaux de l'ordre de 10 millions de mètres cubes, plus 10 millions venant du projet porté par Bordeaux Métropole, il reste de la marge. La prise en considération des spécificités de l'unité de gestion littorale donne d'autres conclusions. Donc les projections que nous avons été amenés à faire sont basées sur plusieurs approches et donnent des résultats convergents. C'est-à-dire qu'à l'horizon 2030, on a des prélèvements au titre de l'AEP qui sont entre 12,4 millions et 12,7 millions par an, et des prélèvements agricoles qui sont les mêmes que ceux estimés par le SMEGREG à 3 millions d'ailleurs de mètres cubes. Ce qui nous donne 15,7 millions, auxquels devraient s'ajouter 3 millions au titre de la substitution pour dépassement du volume maximum prélevable dans l'Éocène littoral, puisque l'Éocène littoral, lui aussi, est déjà en limite d'exploitation, et en 2030, il y aura des dépassements et il faudra les compenser. Voilà. Donc avec 18,7 millions pour un VMPO de 22 millions, on voit que la marge, elle se réduit et qu'il y a des difficultés à placer un prélèvement de 10 millions de mètres cubes. Et c'est vrai qu'on a alerté, comme je l'ai dit tout à l'heure, par des notes écrites depuis la préconcertation sur ce problème-là. Et la commission locale de l'eau du SAGE nappe profonde de Gironde semble enfin découvrir qu'il va falloir demander de réviser les projections. Il existe bien sûr des marges d'amélioration du solde disponible, hein, c'est classique, réduction des prélèvements agricoles et industriels dans l'Oligocène, ça doit être faisable, réduction des fuites, mais on voit que pour les l'Oligocène, par exemple, c'est estimé par le SMEGREG, c'est que 0,26 millions de mètres cubes. Et puis, on peut viser aussi, comme partout ailleurs, une modération de la consommation en alimentation en eau potable par tête. Mais on voit que la question du dimensionnement du projet est incontournable. Alors, le deuxième message, c'est sur la calibrage de la substitution à 10 millions de mètres cubes. Cette valeur est fixée comme une évidence, mais elle n'en est pas une. D'abord, avant 1972, les prélèvements dans l'Éocène étaient au-dessous du volume maximum prélevable de 38 millions. Et puis, au fond, on peut dire que le besoin de substitution, ça n'est que le reflet d'une consommation en excès par rapport à la ressource disponible. Alors, justement, de ce point de vue-là, il nous paraît essentiel de prendre en compte la pollution par les perchlorates qui est intervenue entre les années 2012 et 2017, et en tout cas les millions de mètres cubes qu'il a fallu rejeter dans la Jale parce que c'était impropre à la consommation. Et donc, oh là là, bon, c'est mon téléphone. L'excès de prélèvement qu'on observe, en fait, il est conjoncturel et non structurel. Et donc, en réalité, il faut s'attacher à l'excédent structurel. On a tracé ici l'évolution
Donc vous avez l'Éocène hors sollicitation de la pollution au perchlorate, et on voit que dans ce cas-là, on a un volume qui, structurellement, sur les années 2007-2017, par exemple, est de 6 millions de mètres cubes par an. Donc la référence à 10 millions de mètres cubes par an ne nous paraît pas rigoureusement établie. Et dans d'autres documents, on trouve des évaluations, des tendances à la surévaluation de ceci. Il vous reste 10 minutes. Oh ben ça va, j'ai le temps, alors je peux ralentir. Alors, le contrat de substitution et ses bénéficiaires. Les bénéficiaires sont Bordeaux Métropole, 64%, et 8 autres syndicats des eaux, 36%. Alors, ce que l'on peut observer, c'est que les bénéficiaires hors Bordeaux Métropole doivent réduire leurs prélèvements indépendamment de la substitution. En effet, on observe, alors j'ai retenu, on observe de larges dépassements des autorisations de prélèvement. Alors, j'ai repris l'exemple du CIAEPA région de Bonnetemps parce que la dernière réunion de concertation à Créon concernait justement ce syndicat des eaux. Et donc, par exemple, sur ce syndicat, mais sur d'autres aussi, j'ai d'autres chiffres, on observe qu'avec des autorisations de 1,9 million de mètres cubes par an, on en prélève en fait 2,58. On observe des pertes considérables sur le réseau. Ce syndicat, toujours de la région de Bonnetemps, perd plus de 780 000 mètres cubes par an, et ce qui, rapporté au prélèvement, représente une perte de 30%. On observe aussi une croissance accélérée des prélèvements, toujours sur ce syndicat. Entre 2019 et 2020, on a une croissance de 6,6%. Si on considère que cette croissance se perpétue, et les tendances passées ne le démentent pas, eh bien, les 411 000 mètres cubes qui doivent être transférés à ce syndicat des eaux au titre donc, de la substitution, eh bien, ce volume-là, il sera consommé en moins de 3 ans, 2 ans 33 même. Voilà. Donc on peut être, autre paradoxe et qui interpelle un peu, c'est-à-dire qu'on peut être bénéficiaire de la substitution sans prélever dans l'Éocène Centre. C'est le cas du SAIE, du syndicat de distribution des eaux de Léognan et Cadojac, qui prélèvent dans le Crétacé et dans l'Oligocène. Enfin, un point crucial aussi, c'est on peut dire l'inapplicabilité de la règle selon laquelle les autorisations sont ramenées au prélèvement total à l'instant T, moins le volume qui est substitué. C'est ce qui est décrit dans la page 38 du document de concertation préalable. Les taux de croissance qu'on observe pour les syndicats concernés semblent exclure une stabilisation des prélèvements à la signature du contrat de substitution. Et il suffit d'ailleurs de revoir la vidéo de Créon pour se rendre compte que l'avis exprimé par le responsable du syndicat montre que lui ne croit pas du tout à la possibilité de stabiliser ses prélèvements. Et donc, au bout du compte, les déclarations selon lesquelles le transfert de 10 millions de mètres cubes ne participe pas à couvrir de la croissance, mais n'intervient que pour de la substitution, est assez peu crédible. Alors les conclusions, je suis allé un peu vite même, c'est que le point à retenir, c'est que effectivement le projet tel qu'il est dimensionné impactera l'alimentation en eau des 24 communes de l'unité de gestion littorale. Deuxièmement, le calibrage du projet à 10 millions de mètres cubes par an par référence au prélèvement en excès dans l'Éocène est surévalué. En effet, la prise en compte d'un excédent structurel non lié à la couverture de la pollution, comme je l'ai montré, amène à trouver une moyenne sur la période 2007-2017 de 6 millions de mètres cubes par an. Le projet vient apporter de l'eau à des syndicats qui devraient quand même en priorité réduire leurs pertes sur le réseau
Et ces syndicats connaissent un rythme de croissance élevé des prélèvements et ils n'indiquent à aucun moment, en tout cas on ne voit pas d'indiquer dans les documents, comment ces syndicats vont stabiliser les prélèvements en échange des volumes substitués. Enfin, ce qu'on peut conclure, c'est que le calibrage du projet à 10 millions de mètres cubes par an est à réviser. Alors, on nous dit évidemment, attention, si jamais on révise et qu'on va à la baisse, effectivement, sur la dimension du projet, ça va augmenter les coûts marginaux et ça va augmenter, évidemment, le prix de l'eau. Alors, je dis que quand même, ces considérations d'accroissement du prix, elles devraient être liées, ou moins relativisées, quand on les met en relation avec la diversité des prix observés en Gironde. Par exemple, Léognan, le mètre cube coûte 1,44 €, à Bordeaux 2,10 €, et à Somos, qui est l'une des communes les plus touchées, où vous étiez ce matin d'ailleurs, eh bien c'est 3,83 € par mètre cube. Donc on voit que la question du prix, effectivement, elle peut intervenir, mais elle ne présente peut-être pas les obstacles qu'on lui prête actuellement. Et contrairement à ce qui est affirmé dans le document de concertation, il faut bien se rendre compte que depuis 2014, les prélèvements en alimentation en eau potable se sont globalement accrus et les volumes par habitant aussi. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans le discours d'accord, on consomme plus, mais moins que la croissance de la population. Cette fois-ci, c'est l'empreinte, en tout cas en AEP, les volumes par AETP, qui augmentent, ce qui traduit bien le fait que le numérateur va plus vite que le dénominateur. Et enfin, bon, dernier élément pour conclure, c'est que l'accent qui a été mis sur la substitution, il masque quand même des adaptations qui s'imposent. Il faut vraiment amplifier l'effort vers la sobriété des usages et il faut aussi ajuster l'urbanisation en fonction de la disponibilité de la ressource. Il vous reste 2 minutes, si vous voulez poursuivre. Il me reste 2 minutes. Eh bien, voilà, je souhaiterais vraiment que, au terme de cette concertation préalable, un certain nombre des éléments que nous avons fait valoir puissent traverser un peu comment dirais-je, puissent percoler dans le dispositif, percoler en termes d'hydrogéologie, ça a du sens, et que ça puisse donc finalement servir à faire avancer ce projet. Et il nous semble que, encore une fois, redisons-le, personne n'est propriétaire de la ressource, mais que donc la question est celle d'un partage équilibré, et ce partage équilibré, à notre sens, doit passer par un redimensionnement du projet. Voilà, si j'avais eu un peu plus de temps, j'aurais abordé aussi d'autres questions sur les aspects d'impact sur la nappe de l'Oligocène elle-même, puisqu'on peut constater quand même que les documents qui nous ont été fournis mettent tous l'accent exclusivement sur les impacts sur la nappe de surface, mais qu'on nous raconte très peu de choses sur l'impact du projet sur la nappe de l'Oligocène elle-même, qui est la nappe cible pour l'unité de gestion littorale. Et j'avais déjà relevé que le modèle, dans ses premières versions, ajustait pas très bien les fluctuations de la nappe de l'Oligocène. Voilà. C'est parfait, merci d'avoir respecté le temps imparti. Je propose, si elle le souhaite, à Madame Tonicello de dire un mot. Ce n'est pas le cas. Est-ce que du côté de la métropole, vous souhaitez réagir sur certains points qui ont été soulevés par Monsieur Point, des chiffres, des données? Non plus. Il n'y a pas vraiment de public dans la salle, donc je ne peux pas me tourner vers le public. Il y a Monsieur le Président de la MAF qui nous a rejoint, mais qui a eu largement le temps de s'exprimer. Je parle ce matin. Voilà, ainsi que Monsieur de Grissa qui représente le SMEGREG, mais là aussi, il a eu amplement la possibilité de nous faire part de ces éléments. Donc, sauf avis contraire de la part de Madame la Garante, je vais mettre fin à cette audience publique. Bon après-midi. Merci. Après, je ne sais pas comment on pourra faire pour la mise en ligne. On vous écoute. Alors, rappelez, à chaque fois, c'est toujours pareil. Alors, je ne parle pas en tant que président de la MAF, mais en tant qu'élu je suis élu de la municipalité du Temple aussi.
Et donc j'ai été informé ce matin que nous avons reçu un courrier de Bordeaux Métropole en mairie, en tout cas, qui était en train de faire... alors le document, je ne l'ai pas là, enfin, on me l'a envoyé par email, mais je ne l'ai pas reçu, que Bordeaux Métropole est en train de faire des prospections foncières auprès des propriétaires qui sont concernés par les forages. Voilà, donc je voulais savoir, puisque ce matin on a longuement parlé que c'était quelque chose d'une concertation préalable d'avant-projet, etc., qu'il y avait, je dirais, monsieur Dufault de la Motte aussi a parlé de dossiers, etc., avant. Pourquoi on a déjà reçu cette lettre d'acquisition foncière ou de demande de... Voilà. D'accord, Madame Sambla vous répond. Pourquoi maintenant? Oui, j'ai bien compris. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Je suis très étonnée que vous ayez reçu une lettre. J'aimerais bien l'avoir moi aussi. Il y a eu des prospections faites en 2018-2019, effectivement, lors de la genèse des études préliminaires. Pas la genèse du projet, mais vraiment le commencement des études préliminaires, pour pouvoir justement un peu prospecter sur où est-ce qu'on pourrait mettre les forages et la station, tel qu'on vous a exposé ça à la réunion publique de Talence. Aujourd'hui, on va continuer ces études de prospection dès qu'on aura les 14 forages déterminés, la localisation et la localisation de la station. Nous allons rentrer en contact avec les futurs propriétaires à l'issue de la concertation et à l'issue du bilan. Aujourd'hui, effectivement, on a un bureau d'études missionné pour ça, mais on ne l'a pas missionné pour rentrer en contact avec les propriétaires. On l'a pour l'instant juste missionné sur la mise à jour du cadastre pour être sûr que les noms de propriétaires qu'on a sont toujours les mêmes et que depuis 2019, ça n'a pas évolué dans des ventes, acquisitions, la vie réelle du foncier. Mais on n'a pas lancé alors qu'il y a eu un appel téléphonique pour confirmer qu'il n'y a pas eu de vente, potentiellement, c'est possible, mais qu'il y a un courrier de Bordeaux Métropole. Écoutez, je suis étonnée, je suis bien preneuse de ce courrier.